Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'INSPE de Polynésie française pour un nouvel épisode de La Voix de l'inspiration. Je suis Abiba Milesi, je suis coordinatrice des professeurs stagiaires du second degré et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Tamatoa Rapoto qui est coordonnateur du KPI et spécialiste de l'école inclusive. Alors il est vrai que depuis septembre 2025, tu tiens une permanence le jeudi matin à l'INSPE en salle A13 pour répondre à des questions des professeurs stagiaires, donc les nouveaux lauréats, sur l'école inclusive. Alors, ce moment est important puisque nous allons échanger sur les notions essentielles liées à cette thématique. Alors, j'ai une première question, Tamatoa. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Tamatoa Rapoto. Je suis coordonnateur de la formation KPI. KPI, ça veut dire Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive. Et c'est une formation qui va permettre aux enseignants qu'on appelle ordinaires de faire leur premier pas et de s'engager pleinement pour devenir enseignants spécialisés. Très bien, je te remercie. Alors, c'est vrai que dans le jargon des spécialistes de l'école inclusive, on entend souvent parler d'élèves EBEP. Peux-tu nous expliquer ce que cela signifie, s'il te plaît ? Alors, EBEP, ce sont des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, ce sont des élèves qui rencontrent des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation au cours de leur scolarité. Ces difficultés peuvent être temporaires ou durables. Et face à ces difficultés, on dit que ces élèves ont des besoins pour la surmonter, pour la réduire, la compenser, et pour accéder au mieux aux apprentissages dans des conditions les plus équitables possibles. Et ces besoins-là peuvent être liés à un handicap ou des troubles des apprentissages, une maladie, des difficultés sociales, familiales, même les grandes précocités intellectuelles, et ceux aussi qui ont des parcours scolaires assez chaotiques. Très bien. Alors, je te remercie pour ces précisions. Justement, on entend souvent parler des difficultés scolaires, des troubles d'apprentissage. Et là, la question revient souvent. Quelle est la différence entre ces deux notions ? Alors, la difficulté scolaire, ici, le trouble des apprentissages, c'est lié souvent à la difficulté d'apprentissage. Souvent. Par contre, ce n'est pas automatique. Quand il y a un trouble, on n'a pas automatiquement une difficulté d'apprentissage. Ça va dépendre en fait de tout l'accompagnement, les conditions d'apprentissage proposées par l'environnement scolaire, par le médical, le paramédical, par l'engagement de la famille. Donc, dès qu'un trouble est avéré, dès qu'on sait qu'il y a un trouble, s'il y a un accompagnement suffisant, il peut même ne pas y avoir de difficulté d'apprentissage. Après, c'est vrai qu'en fonction des troubles constatés, certaines difficultés peuvent se poser. Très bien. Alors j'entends bien qu'effectivement tu parles du médical, du paramédical, mais pour ces élèves à besoins particuliers, finalement, quels sont les dispositifs qui existants à l'heure actuelle pour accompagner ces élèves dans leur parcours, que l'on soit dans le premier degré ou dans le second degré et en fonction des situations. Est-ce que tu peux peut-être nous retracer un petit peu les grandes lignes des dispositifs existants sur le territoire ? Il y a en tout 4 dispositifs qu'on peut mettre en place en fonction des besoins identifiés pour chaque élève. On a ce qu'on appelle le PPRE, le Programme personnalisé de réussite éducative. Donc si à un moment de sa scolarité, l'enfant rencontre une maîtrise insuffisante de certaines connaissances ou compétences, c'est l'enseignant de la classe avec les représentants légaux et l'élève qui vont se réunir pour accompagner cet élève et qu'il reprenne le chemin des apprentissages. Donc concrètement, ça va être un moment défini dans l'emploi du temps où l'enseignant va jouer sa part, va jouer son rôle, et les parents aussi vont jouer leur rôle dans le développement et la continuité des apprentissages de cet enfant. Et justement, Tamatoa, est-ce qu'il y a une différence dans ce que tu nous apportes là entre le premier degré et le second degré ?
Est-ce que les dispositifs sont les mêmes ou pas du tout? Les dispositifs sont les mêmes. Après, c'est peut-être dans la façon d'appeler tout ça où on aura quelques petites différences. Souvent, entre le premier et le second degré, on a des appellations différentes. Mais pour le PPRE, on parle toujours de PPRE dans le second degré. D'accord. Et y a-t-il d'autres dispositifs que tu peux peut-être nous expliquer? On a le PAI, ce qu'on appelle le PAI, le projet d'accueil individualisé. Donc, c'est fait pour accompagner des élèves qui souffrent de pathologies chroniques ou d'une intolérance alimentaire ou d'allergie. Et ce dispositif, ce projet est rédigé par le médecin, signé par le directeur de l'école et tous les acteurs qui vont participer à la mise en œuvre de ce projet. Le médecin va préciser le rôle de chacun, la prescription et tous les gestes nécessaires. D'accord. Alors, par exemple, si je suis dans le second degré, souvent l'infirmière, elle a le PAI, elle a le document. Et quand on est dans le premier degré, qui c'est qui gère ça en fait? Dans le premier degré, le médecin scolaire, il va rédiger le PAI et celui qui va s'assurer de la mise en œuvre du projet au sein de l'établissement, ce sera le directeur et les acteurs associés. Pour poursuivre, tu nous as évoqué effectivement des dispositifs comme le PAI et le PPRE, que l'on soit dans le premier degré ou dans le second degré. Existe-t-il d'autres dispositifs? Il y a ce qu'on appelle le PAP, donc plan d'accompagnement personnalisé. C'est pour des élèves qui ont des difficultés scolaires durables et qui ont pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages. Quand on parle des troubles des apprentissages, souvent on fait référence aux 10. Donc ce PAP permet à tous ces élèves d'avoir des petites aides en plus, un accompagnement particulier qui est rédigé par l'équipe pédagogique, la direction d'école et qui associe aussi les parents et les professionnels concernés. Quand je parle de 10, ça peut être une dyslexie, une dyspraxie, une dyscalculie, une dysorthographie. Ce sont des élèves qui présentent des difficultés avérées vis-à-vis de ces différents, du calcul, de l'orthographe ou d'autres types de 10. D'accord. Et alors, une question aussi pour nos jeunes enseignants. Pour les PAP, il y a un document à compléter, soit par le professeur principal, soit par les directions d'école. C'est ce document qui sera complété, ce sera le plan d'accompagnement personnalisé, où on va réunir le directeur d'école, les parents et puis les professionnels concernés. D'accord. C'est un formulaire qui est un petit peu le même sur toute la Polynésie? Oui, c'est ça. D'accord. Y a-t-il d'autres dispositifs? On a un dispositif qui s'appelle le PPS. Donc, c'est le projet personnalisé de scolarisation pour des élèves reconnus en situation de handicap par ce qu'on appelle ici la CTES. Donc, c'est la Commission territoriale de l'éducation spéciale. La CTES est une instance qui va rassembler tous les éléments concernant l'élève et qui vont acter sur les différentes aides qui pourront être données à l'élève, c'est-à-dire des aménagements en classe, des adaptations, des aides humaines, des aides matérielles pour répondre au mieux aux besoins de l'élève. Pendant la signature de ce PPS, on a plusieurs partenaires. On a une ESR, partenaire spécial, un enseignant spécialisé référent, qui va se charger d'animer et d'inviter les différents partenaires de cette réunion. On aura l'enseignant spécialisé, on aura l'enseignant qui suit l'élève en classe, le médecin scolaire et le directeur ou le chef d'établissement. Et les paramédicaux, par exemple, ils peuvent venir, un ergothérapeute, un orthophoniste? Les partenaires médicaux, paramédicaux sont invités aussi et en fonction de leur disponibilité, surtout pour les partenaires paramédicaux, ils viennent ou pas. Sinon, d'accord, on peut leur demander des bilans. Et on est bien d'accord, Tamatoa, la CTES, on a l'équivalent
sur la métropole, c'est la MDPH en fait. Voilà, c'est ce qui correspond à la MDPH en métropole. Et en revenant un peu sur les aides humaines, j'en parlais, il y a un personnel spécifique qu'on appelle les AEESH, donc agents d'éducation pour les élèves en situation de handicap. Ce sont des personnes qui vont accompagner les élèves reconnus dans le champ du handicap. Et cet accompagnement se fait en classe pendant un temps déterminé par les divers éléments qui seront donnés à la CTES. Très bien. Donc, si on résume un petit peu, on a le PPRE. C'est vraiment, on va dire, ponctuel. Sur 3-4 semaines, on va accompagner l'élève en difficulté. Le PAI, on est plutôt, effectivement, dans un accompagnement lié à un problème d'ordre médical. Le PAP, comment tu pourrais le définir rapidement? Pour des élèves qui ont des troubles des apprentissages. Voilà. Et ensuite, le PPS. Et là, donc... on est en lien avec la CTES, l'équivalent de la MDPH sur la métropole. Et effectivement, là, donc, il y a un diagnostic avéré avec un accompagnement et une notification qui est transmise pour l'équipe et la famille. Et qui concerne les élèves reconnus en situation de handicap. Très bien. Et j'avais une autre question également qui émanait de stagiaires. Lorsque l'on est enfant autiste, c'est une question qui revient souvent. Comment on est accompagné et comment sont accompagnés les parents? Alors, quand on a un enfant autiste, le premier réflexe à avoir, ce sera d'observer l'élève, de voir comment il évolue en classe, de proposer des premières adaptations avant d'avoir vraiment un diagnostic médical qui va poser et qui va dire qu'on a en face de nous un élève qui est en situation de trouble autistique. Et quand ce diagnostic sera posé, on pourra contacter la CTES, donc faire parvenir tous les éléments pour alimenter le dossier qui partira en CTES. Et la CTES va définir les différentes aides qu'elle pourra proposer. Les aides qui peuvent être proposées, notamment on peut faire intervenir un AESH ou bien un enseignant spécialisé. Lui pourra intervenir en classe et donner quelques préconisations ou des aménagements spécifiques parce que chaque élève autiste aura un profil particulier. Donc c'est vraiment une observation au cas par cas qui pourra nous donner des éléments pour répondre au mieux aux aménagements qui sont possibles pour cet élève. Donc la famille est accompagnée et si la famille a d'éventuelles questions, elle peut contacter l'établissement ou directement l'enseignant spécialisé pour avoir un peu plus d'éléments. Et j'ai une question aussi qui me vient par rapport aux AESH. Comment ça fonctionne vraiment sur la semaine? Est-ce qu'ils ont un cadrage d'horaire particulier? Et finalement, qui c'est qui les encadre? Là, les AESH, les heures, les quotités horaires que doivent respecter les AESH sont définies par la CTES. Elles ont une quotité horaire par semaine. Maintenant, pour chaque élève, parce que les AESH ne suivent pas forcément un seul élève, elles peuvent suivre 2 à 3 élèves, parfois plus quand on parle d'AESH collective. Et les heures, les quotités individuelles sont définies par la CTES au regard des éléments apportés dans le dossier. Ce qui signifie que chaque élève aura une notification CTES où il sera inscrit effectivement le nombre d'heures possibles d'accompagnement par l'AESH. C'est bien ça? Oui. D'accord. Et j'ai une question aussi qui revient souvent en fait, parce que les étudiants questionnent la place qu'a un EBEP justement et la conduite à tenir lorsque l'on est enseignant. Si je suis enseignante et que je remarque qu'un élève dans ma classe semble en difficulté, qu'est-ce que tu peux conseiller, toi? Quelles sont les premières démarches à entreprendre, surtout quand je suis novice et que je démarre? Quand on est novice et qu'on démarre et qu'on voit qu'il y a un élève qui
qui ne fonctionnent pas, on va dire, comme les autres, le premier réflexe à avoir sera d'observer. Observer, analyser, identifier dans quelle situation l'élève rencontre des difficultés. Suite à ça, essayer de proposer des adaptations en classe et vérifier si ces adaptations sont suffisantes pour surmonter ces difficultés. Si au final on se rend compte que les adaptations mises en place ne sont pas suffisantes, là petit à petit on va commencer à faire appel au chef d'établissement ou au directeur pour essayer d'établir un plan, un des projets cités et essayer d'accompagner au mieux l'élève au regard des besoins qui seront identifiés. Et par exemple, si on se projette dans le second degré, donc effectivement, il y a le chef d'établissement, il y a d'autres acteurs qui peuvent aussi nous aider dans cette démarche. Il y a des enseignants spécialisés, après il y a des acteurs médicaux, paramédicaux, qui vont aussi participer à avoir une vision la plus objective et la plus clair possible des potentialités de l'élève et de ses difficultés aussi, et de tout ce qui pourra être mis en place pour accompagner au mieux cet élève. Très bien. On va finir par une question importante. Et finalement, avec tous ces éléments que tu nous apportes aujourd'hui, on s'interroge sur cette notion d'école inclusive. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Qu'entends-tu, toi, en tant que spécialiste de l'école inclusive? Comment on peut la définir? C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'école inclusive. On est dans une phase de changement où on se dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus à l'apprenant de s'adapter au système, mais c'est vraiment à l'école, au système éducatif de s'adapter et de se transformer pour que tous les élèves puissent apprendre et progresser. Ça me rappelle un peu dans la circulaire relative à la formation CAPEI, où dans le préambule, il dit que quels que soient les besoins particuliers de l'élève, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité. Donc là, on voit bien qu'on reconnaît finalement que l'élève a des besoins, on reconnaît également ses potentialités et on s'assure que tous les enfants retrouvent cette envie d'apprendre, et cette capacité d'apprendre et de progresser. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Tamatoa, pour ces explications qui sont précieuses pour nos stagiaires et lauréats de concours. Cet échange nous a permis effectivement de comprendre les fondements de cette démarche, les dispositifs existants, et aussi le rôle essentiel de chacun dans cette... que joue chaque enseignant pour réussir et faire réussir tous nos élèves. L'école inclusive, c'est avant tout une école qui s'adapte aux besoins de chacun, qui valorise la diversité et favorise la réussite de tous sans exclusion. Elle nous invite à repenser nos pratiques, à collaborer ensemble davantage et à apporter un regard bienveillant sur ces différences. Alors en tant qu'enseignant, notre mission est de créer un cadre d'apprentissage où chaque élève peut trouver sa place, progresser à son rythme et développer tout son potentiel. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et d'action sur vos pratiques futures ou actuelles. À très bientôt dans la voie de l'inspiration pour un nouveau podcast. Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants.